Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première depuis quelques semaines déjà. Je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, je suis partie au Japon pendant 10 jours durant les dernières vacances d'avril et j'ai donc pris le temps de me reposer, de me remettre du décalage horaire avant de reprendre les tournages. C'est pour ça que cette vidéo arrive un peu tardivement par rapport au rythme de d'habitude. Et justement, pour revenir progressivement sur YouTube, aujourd'hui je vais donc parler avec vous de livres et notamment des dernières lectures que j'ai pu faire autour d'un même thème, et ce sera le thème de la mythologie grecque. Je suis extrêmement fan de cette période de l'histoire, de ces légendes que racontent les Grecs et qui persistent encore aujourd'hui, qui sont perpétuées par les Grecs depuis des siècles et reconnues à travers le monde. C'est donc quelque chose qui me passionne et forcément mes passions se retrouvent généralement assez souvent dans mes lectures, mais j'avoue que je suis assez restreinte au niveau des choix que je peux avoir concernant les livres autour de la mythologie grecque, même si je sais qu'il en existe énormément, donc je suis preneuse de vos recommandations. Si vous avez eu la curiosité d'esprit d'aller découvrir des titres que je n'ai pas forcément lus ou que je ne mentionnerai pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire pour me le dire, et on va donc s'empresser d'enchaîner directement avec la vidéo dans laquelle je vais donc vous présenter 4 livres comme à mon habitude, vous résumer brièvement l'histoire et vous donner mon avis un peu plus en détail sur chacun de ces livres, sur mon ressenti, mon expérience durant mes lectures. Voici donc les 4 livres dont nous allons parler aujourd'hui, et on va donc commencer immédiatement par un livre qui dénote un peu des autres, puisqu'il s'agit du Chant des Muses, qui est donc une réécriture des Muses dans le Disney Hercule, et même s'il diffère légèrement des autres puisqu'il fait référence à des personnages fictifs de l'univers de Disney, il s'inspire néanmoins de véritables déesses qui existent réellement dans la mythologie grecque. Et donc là, on va revenir plus en détail sur l'enfance de ces 5 muses, les 5 muses qui ont bercé le film Hercule et qui accompagnent nos héros tout au long de leur péripéties à travers des chansons qui relatent leurs exploits et qui expriment les émotions, les sentiments qu'ils ressentent intérieurement et qu'ils n'extériorisent pas forcément par la parole. C'est une manière un peu omnisciente d'avoir le point de vue de chacun des personnages, tout en incluant des figures qui représentent les arts, la musique et la danse à travers leurs propos, leurs chansons, leur présence. Elles existent principalement dans le dessin animé Hercule réalisé par les studios Disney pour remplir ce rôle, mais elles sont également indispensables au bon déroulé de l'histoire, puisque c'est grâce à elles que nos héros vont peu à peu dévoiler leurs prédispositions et leurs talents et les mettre au service des autres. J'avais déjà eu un énorme coup de cœur pour ces personnages qui font partie de mes préférés dans l'univers d'Hercule. Ce dessin animé fait d'ailleurs partie de mes préférés et est à mes yeux bien trop sous-coté. Et donc je suis heureuse qu'un livre ait décidé de mettre en avant, de mettre un peu plus en lumière, en valeur les muses qui, malgré leur rôle extrêmement important au sein du Disney, restent légèrement en retrait, à l'écart de nos héros qui, eux, forcément prennent bien plus d'importance et de place dans le récit, dans le scénario du Disney. Étant une immense fan de mythologie grecque, de Hercule et des muses, ce livre mélange à la perfection les trois, et j'ai adoré retrouver dans cette réécriture l'enfance des muses, la manière dont leur mère les a créées, la manière dont s'est déroulée leur naissance et également la manière dont elles ont évolué et grandi ensemble jusqu'à former ce groupe de 5 sœurs, 5 muses qui représentent à travers leur performance scénique la beauté et la sensibilité de l'art en général. Donc la mère des 5 sœurs, je préfère lire son nom par précaution étant donné qu'il est assez compliqué à prononcer pour éviter le plus possible de l'écorcher. Elle s'appelle donc Mnémosyne, si je prononce bien, et il s'agit donc de la déesse de la mémoire qui a échappé pendant plus de 20 ans au dieu d'Olympe pour aller s'isoler, partir d'elle-même en exil et fonder sa propre famille, composée donc des sœurs Calliope, Clio, Melpomène, Terpsichore, je crois. Je vous avoue que les noms sont assez compliqués à prononcer et que la manière dont je les prononçais dans ma tête
n'est pas forcément très réaliste, donc je m'excuse si je les détruis, ainsi que la petite dernière Thalie. Elles sont donc toutes prédisposées aux arts et chacune des sœurs a un don particulier hérité de ce domaine, notamment l'écriture, la danse ou bien le chant, mais ces talents sont étouffés par la volonté de leur mère qui ne souhaite pas les exposer. Elle n'a pas envie que ces filles dévoilent leurs talents particuliers et les encourage au contraire à se taire et à faire vœu de silence sur leurs capacités artistiques. Elles déménagent donc à plusieurs reprises durant leur vie jusqu'à se retrouver dans un petit village où elles finissent par être un peu mieux acceptées que les précédentes villes où elles allaient. Elles vont donc donner une performance publique cette fois-ci pour permettre aux habitants du village de découvrir leurs talents et leurs passions. Et elles organisent cette prestation en l'honneur de l'anniversaire de leur mère qui donc, prise par surprise, va être extrêmement mécontente de leurs agissements. Puisque exposées ainsi, elles révèlent également l'emplacement de leur maison et par conséquent l'endroit où se cache leur mère depuis de très nombreuses années, et c'est ainsi qu'ils vont donc la retrouver et l'enlever. Séquestrée par les dieux de l'Olympe, la mère est donc impuissante. C'est donc Kali, l'aînée de la petite fratrie, qui sera obligée d'endosser les responsabilités de leur mère pour la retrouver et la secourir. C'est donc un périple qu'elle va entamer avec ses 4 autres sœurs et qui va les conduire à trouver des réponses concernant leurs origines et les encourager à s'allier et à être solidaires pour enfin retrouver leur mère. C'est un livre que j'ai forcément énormément apprécié puisque il s'agit d'une histoire que je voulais voir écrite depuis de nombreuses années. Si les muses permettent dans le dessin animé Hercule de donner un fil conducteur à l'histoire, elles ne sont pas davantage détaillées et le rôle qu'elles sont tenues de respecter les en empêche puisque comme je vous l'ai dit, elles ne font pas pleinement partie de l'histoire, elles sont simplement là pour la relater et nous aider à éclaircir certains points qui peuvent paraître parfois un peu obscurs ou qui peuvent aider certains personnages à se dévoiler et à s'exprimer. C'était donc le livre parfait à mes yeux et franchement je trouve que l'histoire est extrêmement bien écrite et qu'on y retrouve parfaitement la relation un peu compliquée, parfois conflictuelle que peuvent avoir des frères ou même des sœurs au sein d'une même famille. C'est important de souligner ce point parce que il y a forcément de nombreux rebondissements dans l'histoire qui vont pousser les sœurs à parfois se disputer, s'embrouiller pour des choses qui peuvent paraître futiles mais qui en réalité quand on connaît et qu'on a vécu ce genre de choses nous permettent de mieux nous identifier aux personnages et de comprendre leurs agissements, de comprendre leurs réactions. Et je parle en ces termes puisque j'ai une sœur avec laquelle je m'entends extrêmement bien, comme c'est le cas des 5 sœurs dans le livre, mais avec laquelle forcément je me dispute parfois. Et c'est très émouvant et touchant de retrouver un bout de ce que je vis dans ce livre qui aborde de manière très réaliste et très vraie les relations entre sœurs, et j'englobe également dans ce terme les relations entre frères qui sont tout aussi complexes à aborder que celle entre sœurs. C'est un récit très riche et détaillé, on en apprend énormément sur chacune des sœurs et on découvre à travers ces lignes la personnalité de chacune qui est forcément différente selon la sœur depuis laquelle est écrit le point de vue. On a accès à leurs émotions, à leurs ressentis, à leurs réactions, et cette alternance de points de vue permet au récit d'être enrichi et davantage pertinent, même si je trouve que parfois les points de vue n'étaient pas assez variés, qu'ils n'étaient parfois pas assez inclusifs, peut-être trop restreints à certaines sœurs, ce qui empêchait d'autres de prendre autant de place et d'importance dans le récit que les autres sœurs de la fratrie. Mais ça reste une très belle découverte et pour moi l'un des meilleurs livres réécrits autour de Hercule. Et comme je suis très fan de mythologie grecque, je suis toujours très heureuse et reconnaissante que certains auteurs s'intéressent à des personnalités
peut-être trop peu mises en avant et trop discrètes, qui font pourtant partie intégrante de ces légendes, comme c'est le cas des Muses. Donc si je dois vous recommander un livre sur ce Disney, ce serait forcément celui-ci. On va ensuite parler d'une légende extrêmement connue et célèbre dans la mythologie grecque. Vous en avez forcément déjà entendu parler. Il s'agit donc de Méduse, et le livre qui reprend son histoire porte le même nom que cette héroïne, et c'est donc une histoire extrêmement touchante et parfois éprouvante à lire que l'on va découvrir au fil des pages, qui sont, comme vous l'avez vu, très peu nombreuses. C'est un livre qui se lit assez rapidement et qui est absolument passionnant. Le seul petit reproche que je pourrais faire à ce roman, c'est justement le fait qu'il soit aussi court. On va donc suivre l'histoire de Méduse, une femme, encore une fois, exilée de force suite à un différend avec des dieux. Mais cette fois-ci, contrairement à la mère des 5 muses, elle n'y consent pas de son plein gré, elle y est forcée après avoir été abusée et agressée par ses dieux. Et suite à cet incident, ses 2 sœurs et elle seront changées en gorgones, et Méduse se retrouvera la tête recouverte de serpents à la place des cheveux. Devenue une créature monstrueuse mais ignorant la portée des pouvoirs de sa nouvelle chevelure, elle va donc rencontrer un jeune homme sur cette île Persée qui échouera avec son bateau, et elle va donc forcément se rendre compte qu'elle commence à développer des sentiments pour lui, tout en s'interdisant de le rencontrer en face à face, donc de lui révéler, de lui dévoiler sa véritable nature, puisqu'elle a honte de ce qu'elle est devenue et qu'elle préfère prendre certaines précautions quant à l'étendue de ses potentiels pouvoirs suite à sa malédiction. C'est un livre extrêmement touchant et j'ai appris à redécouvrir la figure de Méduse grâce à l'écriture de l'autrice, qui est d'une justesse, d'une beauté et d'une sensibilité absolument inégalable. C'est à la fois beau et déchirant comme lecture, puisque vous le savez, la destinée de Méduse n'est absolument pas enviable, ni même recommandable ou héroïque au sein de la mythologie grecque, quand on sait la manière dont les légendes et les histoires la dépeignent. Celle-ci nous offre une parenthèse avant de plonger dans le chaos de sa vie. C'est vraiment un livre qui a été écrit pour nous raconter l'histoire originelle de Méduse avant qu'elle ne fasse de mauvaises rencontres et ne prenne de mauvaises décisions. C'est vraiment cet élément déclencheur, cette malédiction de la part des dieux, cet exil forcé et cette rencontre amoureuse qui va précipiter les choses la concernant et qui va l'encourager forcément à emprunter le mauvais chemin. J'ai forcément été très surprise et perturbée de découvrir cette partie de sa vie qu'on a tendance à nous cacher quand on raconte l'histoire de Méduse. On préfère la décrire comme un monstre cruel plutôt que comme une victime des dieux, et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai remarqué qui me désole profondément. C'est la plupart du temps le cas de la majorité des femmes dans la mythologie grecque. Elles sont dépeintes comme des monstres méprisants et des créatures sanguinaires, mais il ne faut pas oublier que la plupart du temps c'est un homme qui est responsable de ce qu'elles sont devenues, et je vous assure qu'il n'y a aucune exception à cette règle. Ce livre nous le prouve, et si vous avez envie de vous pencher plus sérieusement, plus en détail sur sa vie et sur la femme qu'elle était véritablement, plutôt que d'accorder de l'importance aux récits qu'on fait d'elle dans la mythologie grecque, ou en tout cas les récits les plus connus, les plus célèbres la concernant, je vous encourage vivement à aller découvrir ce livre, parce que je vous l'assure, c'est une véritable pépite et vous ne le regretterez pas. On va donc passer à un autre livre qui porte également sur une femme extraite de la mythologie grecque, qui est très peu connue, ou en tout cas qu'on mentionne très brièvement pour la décrire comme une sorcière. Est-ce qu'on est finalement étonné de la manière dont sont dépeintes les femmes dans la mythologie grecque? Je vous l'expliquais il y a quelques secondes. Eh bien, en voici le parfait exemple. Je vais vous parler donc cette fois-ci de Circé, et le livre écrit sur elle porte également son nom. Circé est donc la fille d'une mortelle et d'un dieu, ce qui fait donc d'elle une demi-déesse. Elle grandit donc parmi les divinités de l'Olympe sous sa condition de demi-déesse et demi-mortelle, mais son caractère est légèrement différent
des femmes de son entourage. Elle est assez rebelle, explosive et extrêmement sensible, ce qui la différencie de la plupart des dieux qui ont tendance à être beaucoup moins humains, beaucoup moins empathiques que Circé, qui est donc considérée à leurs yeux comme une sorcière puisqu'elle aime manipuler et transformer les choses. Cette tendance à l'empathie envers les êtres humains va justement l'encourager à pratiquer sa magie à plusieurs reprises pour les aider, pour les secourir, et c'est ce qui va également lui attirer énormément d'ennuis. Sa famille va donc lui reprocher ses actes et les divinités qui l'entourent vont prendre une décision radicale pour la sanctionner. Ils vont donc l'exiler sur une île déserte, une décision avec laquelle elle est forcément en désaccord et qui lui déplaît totalement de premier abord, mais qui finalement va lui permettre d'exécuter sa magie en toute liberté et de prendre totalement possession de sa vie et de son corps. Elle va donc vivre entourée de nymphes envoyées là-bas par leur père, et elle va évoluer et grandir dans cet environnement où les femmes la craignent pour sa magie et où elle exerce une totale emprise sur l'île et sur sa nature. Pour moi, ce livre est clairement l'un des meilleurs que j'ai pu lire sur la mythologie grecque. On est totalement embarqué dans l'histoire du début à la fin. Beaucoup d'événements qui peuvent paraître inutiles voire ennuyeux ont été relatés au fur et à mesure des pages de ce roman, et je trouve que c'est la manière la plus intéressante de découvrir Circé, au lieu d'éclipser ces moments qui sont des moments de vie importants et qui vont permettre à son personnage d'évoluer. L'autrice a choisi de les garder, de les conserver et de nous les exposer. Il y a évidemment énormément de choses extrêmement pertinentes et intéressantes tout au long du récit, et pour la féministe que je suis et la femme engagée que j'ai toujours été, je trouve que ce livre est une belle manière de se réapproprier l'histoire de Circé et de la réécrire de la plus belle des façons, pour rendre hommage à ce personnage de la mythologie grecque bien trop écarté et négligé par bon nombre d'auteurs de ces légendes, en faveur évidemment des héros les plus reconnus, les plus célébrés de la mythologie grecque. Et comme vous le savez, pour la plupart il s'agit évidemment d'hommes, là où les femmes sont presque totalement éclipsées, voire effacées des récits, où la plupart du temps elles tiennent des rôles secondaires totalement inintéressants pour souligner justement leur inutilité. Et Circé renverse justement totalement les codes de cet univers pour écrire de façon plus juste, plus douce, plus détaillée, plus précise la vie d'une femme qui est à nos yeux encore considérée comme l'une des créatures les plus dangereuses et les plus vicieuses de la mythologie grecque. C'est une généralité qu'on a tendance à retrouver énormément et beaucoup trop souvent dans ces récits justement, puisque la femme a toujours et est toujours considérée ainsi. Donc je trouve important de faire découvrir des lectures comme celle-ci qui rééquilibrent un peu cette tendance, et pour moi Circé est clairement l'un des meilleurs exemples à ce sujet et une lecture que je ne peux que vous conseiller vivement tant elle a été un coup de cœur à mes yeux. On va donc terminer par un livre de la même autrice qui a été écrit dans le même but que Circé, et il s'agit donc du Chant d'Achille que je viens tout juste de terminer d'ailleurs pour réaliser cette vidéo. Pour vous le résumer brièvement, on va donc suivre l'histoire de Patrocle qui rencontre Achille lorsqu'il est enfant et qui noue une véritable amitié avec lui, une amitié qui découle donc d'une véritable obsession de Patrocle pour Achille, pour sa nature de demi-dieu, qui est donc le fruit d'un viol entre son père Pelée et sa mère Thétis, une Néréide. Et j'en profite d'ailleurs pour faire une petite parenthèse sur cette histoire qui m'a profondément bouleversée. Les femmes ne naissent pas avec un désir si ardent de violence et de vengeance, elles le deviennent à cause d'hommes, et Thétis a été l'une de ces victimes puisque ce viol a été encouragé par les dieux et ils l'ont forcée à rester 1 an auprès de cet époux pour pouvoir donner naissance à Achille, et l'ont ensuite relâchée. Elle est donc allée vivre dans la mer et n'a plus jamais revu le père d'Achille. Elle s'est contentée de rester disponible pour son fils qu'elle voyait presque quotidiennement et qui était donc le seul homme avec qui elle acceptait d'échanger. Mais c'est justement cet acte qui l'a fait devenir la femme froide et cruelle
qu'elle a été durant toute l'enfance d'Achille et qui a détesté Patrocle dès sa première rencontre avec lui. Elle peut paraître extrêmement méchante et méprisante tout au long de ce roman, mais je vous assure que la fin m'a tellement déchirée et peinée que j'en ai ressenti une profonde affection pour cette femme qui a en réalité souffert durant toute sa vie et qui n'a trouvé de repos et de rédemption que une fois le récit achevé. Je reviens donc sur l'enfance de Achille et Patrocle qui ont donc grandi ensemble, qui ont évolué ensemble et qui se sont profondément attachés l'un à l'autre au point d'en devenir amants. C'est une histoire d'amour qui a très vite dévié vers les exploits d'Achille, vers sa condition de demi-dieu qui fait de lui un héros né. Et même s'il essaye désespérément d'échapper à ce rôle qui lui a été attribué par les dieux, il va néanmoins être retrouvé et obligé de partir à la guerre aux côtés de Patrocle. C'est une histoire très touchante qui nous est relatée ici, une affection profonde entre les deux garçons qui va les lier au-delà même des convenances et des usages de l'époque, puisque vous l'imaginez, l'homosexualité était répréhensible, même pour un héros comme Achille, et totalement condamnable, mais c'est une histoire et un amour qu'ils vont réussir à garder secret, et ce malgré l'absence d'épouse à leur côté. Je vous avoue que j'ai acheté ce livre principalement pour cette raison, puisque évidemment c'est une manière un peu détournée de réécrire cette histoire qui ne nous est pas vraiment présentée ainsi, même si certains dieux par le passé ont pu avoir des relations homosexuelles avec des hommes. Ce n'est pas ainsi qu'est forcément racontée la légende d'Achille, et je trouvais ça intéressant de le faire du point de vue de Patrocle qui a été un soutien émotionnel pour lui extrêmement important et qui va l'aider durant sa quête de gloire et durant cette guerre à préserver la personnalité, le caractère naturel d'Achille qui a plu à Patrocle dès leur première rencontre. Mais malheureusement cette lecture est comme la plupart des retours dessus extrêmement lente, molle et ennuyante par moments. Il y a certains passages qui je pense auraient pu être éclipsés. En réalité, le début du récit est extrêmement intéressant et prenant. On en apprend énormément sur la relation qui lie les deux garçons et sur cet amour naissant, mais le milieu du récit est un peu plus mou, un peu plus lent et met énormément de temps à installer la fin qui elle est riche de rebondissements et de révélations, mais qui pour moi a été bien trop bâclée justement à cause de la longueur du récit qui s'éternise et qui se termine forcément de manière tragique. Vous connaissez très certainement l'histoire d'Achille et vous savez que sa fin n'est pas forcément heureuse, mais on enchaîne ensuite sur un très long prologue qui vient justement installer la fin de manière un peu plus sereine et qu'il aurait été peut-être plus intéressant de développer pour justement réduire le milieu du récit qui lui n'a pas vraiment d'intérêt. En tout cas, si on suit et qu'on respecte la volonté de l'autrice, c'est un livre qui m'a légèrement déçue pour cette raison, et pour moi, il a été clairement écrit un peu maladroitement. J'ai eu énormément de mal à le terminer, je vous avoue m'être forcée, puisque je déteste abandonner mes lectures en cours. Je ne regrette absolument pas de l'avoir fait. Si vous êtes ou avez été dans le même cas que moi, je vous incite vraiment à reprendre votre lecture ou à la continuer, puisque la fin est vraiment très intéressante et très touchante. Elle m'a beaucoup bouleversée, mais je n'étais vraiment pas sûre d'arriver à terminer ce livre tant j'avais du mal à le continuer. C'est le genre de choses qui m'arrive pourtant rarement, et quand c'est le cas, je vous avoue que la fin de ma lecture me laisse toujours un petit goût amer, et ça a été le cas de ce roman. J'ai été très sensible et très touchée par leur histoire d'amour, par la violence déchirante de leurs sentiments et de la réalité du monde dans lequel ils évoluent, mais j'aurais aimé que certaines scènes soient remplacées par des moments plus intimes, plus romantiques entre nos deux héros, et que l'ensemble du récit soit entièrement centré sur leur histoire, au
lieu de consacrer simplement le début de l'intrigue à l'évolution de leurs sentiments pour ensuite se concentrer sur la guerre que Achille mène avec ses compagnons à Troie. J'avais vraiment la sensation étrange que le livre était scindé en deux et cette séparation entre la relation amoureuse entre Achille et Patrocle et la guerre de Troie était tellement évidente et tellement peu subtile que ça m'a profondément gênée et je vous avoue que j'aurais préféré que le livre soit vraiment écrit autrement et qu'on se concentre juste sur les sentiments qui lient les deux hommes, quitte à ce que les exploits d'Achille passent au second plan. Pour moi, Patrocle a par la suite eu si peu d'importance dans le récit qu'il était presque inutile finalement à l'avancée de l'histoire et je trouve ça dommage puisque même si ça représente malheureusement la réalité des faits, le livre n'a pas été écrit dans ce but-là et j'aurais justement préféré que l'autrice change cela, quitte à s'écarter totalement de la légende originelle pour que Patrocle ait autant d'importance que Achille, pour que nos deux héros partagent ensemble la gloire et le pouvoir. Je pense en tout cas à mon échelle qu'il aurait été préférable de garder cette ligne directrice durant tout le roman plutôt que d'accorder plus d'importance à un personnage qu'à un autre, en tout cas quand la guerre démarre et qu'ils se rendent tous les deux à Troie pour que Achille puisse recevoir la gloire qu'il attendait depuis de nombreuses années et qui lui était destinée pendant que Patrocle patiente dans son ombre. J'ai quand même malgré tout beaucoup aimé l'histoire d'amour entre les deux personnages. La lecture n'était pas aussi désagréable que ce que je laisse présager à travers mon propos, mais je reste quand même un peu déçue de la manière dont il a été écrit et j'aurais préféré que tous les petits détails que je vous ai cités soient rectifiés plutôt que de me retrouver arrivée au milieu du livre à hésiter entre le continuer ou l'abandonner. Donc pour moi c'est un très bon livre si vous cherchez une réécriture d'Achille, mais ne soyez pas étonnés par sa lenteur. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que cette petite review vous a fait plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de mes dernières lectures ici et j'ai été très contente de lire tous ces livres consacrés à la mythologie grecque. N'hésitez pas encore une fois à m'écrire dans les commentaires si vous avez envie de me conseiller certains romans autour de ce même thème. Je serais assez curieuse d'aller les découvrir et j'espère que mes avis sur ces livres vous ont donné envie ou pas d'aller découvrir les romans que je vous ai présentés tout au long de cette vidéo. Encore une fois, c'est une opinion qui reste assez subjective et je vous demanderai de respecter ça si vous devez venir débattre dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous le savez, mais je vous demanderai d'être évidemment respectueux et bienveillant si vous voulez qu'on en discute un peu plus profondément. Donc moi, en attendant, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!